tous, c'est Mugiwawa et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une dizaine de conseils qui vont vous permettre de passer un cap sur Paragon. C'est parti! Il faut savoir que Paragon induit une pénalité de mouvement en fonction des actions que vous effectuez. En effet, si jamais vous vous déplacez en ligne droite, vous irez plus vite qu'une personne qui effectue des auto-attaques en vous suivant ou tout simplement qui se déplace latéralement ou en arrière. Donc pour pouvoir illustrer le propos et que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre ces différentes actions, j'ai effectué 4 enregistrements en game en me déplaçant de mon inhibiteur vers ma T2 de la ligne de droite avec les différentes modalités de déplacement. Donc on lance ça tout de suite et ensuite on aura un tableau récapitulatif avec des valeurs estimées des différences sur la move speed. Donc bien évidemment, le fait de courir en ligne droite et le clip qui s'est terminé en premier, en à peu près 5 secondes. Là où j'étais assez surpris de découvrir ça, c'est que se déplacer en arrière est en fait plus rapide que se déplacer en faisant des auto-attaques ou latéralement. Comme on peut le voir, on est à peu près 85% de la move speed que si on se déplaçait en ligne droite. Et donc les deux mouvements les plus lents sont vraiment lorsque vous effectuez des auto-attaques ou alors vous vous déplacez latéralement. Donc si jamais vous essayez d'éviter des spells adverses, vraiment un des conseils c'est de tourner votre caméra pour continuer à vous déplacer en ligne droite plutôt que d'utiliser les déplacements latéraux qui vous ralentiront et du coup vous empêcherez de vraiment éviter les coups adverses. Aussi ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que si jamais vous avez un adversaire qui vous court après en effectuant des auto-attaques pour essayer de vous tuer, courez vraiment tout droit, vous allez le distancer, vous vous déplacerez quasiment 40% plus rapidement que lui. Si jamais vous continuez à courir en ligne droite. Donc il y a une dernière valeur sur ce tableau qui s'appelle le bunny hop, qui est du coup le fait de sauter en permanence. Effectivement, une sorte de légende urbaine sur Paragon, comme quoi le fait de sauter vous ralentit. Ce n'est pas vrai, c'est simplement une légende urbaine, et juste pour vous le confirmer, un dernier petit clip avant de passer au conseil numéro 2. Mon conseil numéro 2 consiste à faire du twitch aiming. Donc le principe du twitch aiming, c'est simplement entre chacune de vos auto-attaques de tourner votre caméra pour pouvoir avoir une vision plus globale et ne pas être focus uniquement sur vos adversaires. Là quand j'attaque la ward, vous allez voir, je tourne la caméra pour regarder au mid où sont mes adversaires. Ça me permet d'anticiper si jamais ils s'approchent de moi. Et là en étant au mid, je vais le faire aussi entre chacune des auto-attaques pour être sûr que personne m'arrive de la gauche ou de la droite. C'est vraiment quelque chose à appliquer qui vous permettra d'avoir plus d'informations. Donc le warding est une composante indispensable du MOBA. Et il est nécessaire de positionner les wards pour avoir de l'information et grâce à cette information, vous pourrez prendre des décisions éclairées sur vos actions. Il faut savoir un certain nombre de choses sur les wards. C'est déjà la première que les wards ne fonctionnent qu'en ligne de vue. Du coup, si jamais vous les placez à proximité d'un mur ou dans un angle, vous allez limiter la vision de votre ward. Il faut aussi savoir que les wards partent de la base, la vision de la ward part de la base de la ward, ce qui a pour conséquence que si jamais vous mettez une ward en haut d'un escalier, eh ben, elle ne verra pas le bas de l'escalier si elle n'est pas vraiment au bord du rebord. Autre point que je trouve important à aborder sur le warding est de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de spot défini pour positionner les wards. Évidemment, placer les wards à des endroits qui vous voient le plus de chemin possible est avantageux, mais il faut aussi savoir dans quel état d'esprit est votre équipe et quel moment de la partie vous êtes en train de jouer. Par exemple, si vous êtes en début de partie et ce qui est très important est le contrôle des river buff, placez des wards au river buff ou alors sur les rotations qui amènent au river buff. Si jamais vous voulez jouer agressif parce que vous dominez complètement le early game, placez des wards agressifs dans la jungle adverse pour tenter de tuer le jungler ou de voler son vert. Si jamais vous êtes vraiment dans une position défensive, ça ne sert à rien de mettre des wards ultra offensifs, placez plutôt des wards pour essayer d'éviter de vous faire attraper par l'équipe adverse. Vraiment, adaptez votre warding au moment de la partie. Dernier point qu'il faut savoir concerne les Shadow Wards. En effet, les Shadow Wards permettent de voir dans le Shadow Plane et du coup le monde invisible de Paragon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous effectuez une auto-attaque sur une Shadow Ward, elle sort du Shadow Plane et n'est plus capable de détecter les invisibles. Et notamment les autres Shadow Wards. Donc si jamais vous voulez faire un duel pour déwarder une ward, concentrez-vous pour mettre la première auto-attaque, que ce soit avec un spell ou une attaque de base, pour sortir la ward du Shadow Plane et ainsi votre adversaire ne pourra plus retirer votre ward.
Donc vous pouvez voir sur ce clip avec Grux, la Sparrow en face va mettre une ward et tout de suite auto-attaquer ma ward. Du coup ma ward a disparu, je ne peux plus la déward. Et si je positionne une nouvelle ward et que je l'auto-attaque, cette fois-ci, j'ai pu retirer la ward de la Sparrow. Tout simplement. Les river buffs sont une composante très importante de Paragon. Ils vont notamment rythmer tout votre early et mid game, mais peuvent aussi vous donner la victoire en late game. Du coup, il est important de bien les comprendre et de savoir comment au mieux les exploiter. Donc s'il faut savoir, c'est que les river buffs sont au nombre de 2 à proximité de la mid lane. Ils sont dans la rivière et ils apparaissent à la 3e minute, puis ensuite toutes les 2 minutes, ou alors toutes les minutes impaires, c'est vous qui voyez. Ils ont 150 points de vie et il existe 4 types de river buffs différents que nous allons voir tout de suite. Donc tout d'abord, il faut savoir que tous les river buffs, une fois récupérés, vous fournissent 35 de mana régène pour 5 secondes. Donc 175 de mana à chaque fois que vous récupérez un river buff. Ça vous permet vraiment d'avoir un très bon sustain en early et mid game, notamment pour le jungler, le mid laner ou le support. Ensuite, pour rentrer plus en détail, il y a 4 types de river buff. Tout d'abord, il y a le purple qui vous permettra de rentrer dans le shadow plane et donc de devenir invisible pendant 40 secondes et aussi de détecter les wards. Il y a le black buff qui dure 40 secondes qui vous permettra de faire des dégâts supplémentaires sur vos auto-attaques, vos attaques de base. Les dégâts sont vraiment énormes en early game et vous permet vraiment de prendre n'importe quel fight comme vous le voulez. Le red buff qui pendant 40 secondes permet d'ajouter 25% de dégâts à vos dégâts d'habilité. Et enfin le bleu qui pendant 25 secondes vous permettra de vous déplacer plus rapidement avec un bonus de base de 100 de movement speed. Donc vous pouvez voir dans ce clip une utilisation du purple buff pour des wards, notamment à proximité de leur prime, où j'utilise ma vision pour aider mes coéquipiers à retirer les wards et scouter les adversaires. Donc là par exemple, vous allez voir, le Murdoch va pouvoir retirer la dernière ward grâce à ma vision. Et ensuite, deuxième aspect du purple buff, vous permet vraiment de faire des engages en early game. Là par exemple, la DKR ne s'attendent pas à que je sois là, j'en profite pour la comboter, et ça nous permet donc de prendre directement un kill sur le support adverse, sur une situation de late game, ce qui va nous permettre de forcer probablement un inhibiteur. Une autre utilisation du black buff qui peut être très intéressante, c'est pour aider à effectuer les raptors. Là par exemple, je suis avec Grux, on est à 23 minutes de jeu. Comme je vois que j'ai pu récupérer un black buff, je vais donc faire le triple raptor tout seul. Parce que le DPS qui est fourni par le black buff permet vraiment de faire les raptors très rapidement. Donc comme vous voyez, les raptors vont tomber facilement, sans aucune difficulté, alors que mon seul lifesteal est mon vampiric élixir. Notamment, cette solution fonctionne très bien avec Sparrow, car elle permet d'appliquer l'effet du black buff sur les 3 raptors à la fois en utilisant son ultimate. Donc pensez à garder ça en tête, si jamais vous voyez un black buff et des raptors de up. La minimap. Donc que faut-il faire avec la minimap? Évidemment la regarder, mais je pense que vous êtes tous fatigués d'entendre en permanence regardez la minimap, mais ce n'est pas tout de la regarder, il faut savoir extraire les bonnes informations. Quelles sont les informations à récupérer de la minimap par ordre de priorité? En premier, vraiment la position de vos adversaires. En effet, cela va vous permettre de prendre vos décisions de manière plus précise et éviter les erreurs. Par exemple, vous voulez engager et être agressif sur votre lane, et avant de faire cette action, regardez votre minimap, où sont mes adversaires. Je n'ai pas de vision sur le mid laner, je n'ai pas de vision sur le jungler, du coup je vais faire attention à mon engage sur ma safe lane, car peut-être ces deux derniers sont prêts à nous récupérer en guet-apens. Pareil, si vous voulez commencer un split push, regardez d'abord où sont vos adversaires. Si jamais vous n'avez de la vision sur personne, c'est peut-être dangereux. Par contre, si jamais ils sont les 4 à droite, alors que vous êtes en train de pusher à gauche, dans ce cas, vous savez qu'au pire, vous vous retrouvez face à un unique adversaire et que vous pourrez probablement gérer la situation. Même principe avec les raptors, etc. La position des adversaires est vraiment une information ultra importante. Ensuite, la deuxième information qui est très intéressante est la position de vos alliés. Effectivement, si jamais vous voulez effectuer un gank ou alors forcer une tour, regardez où sont vos alliés pour savoir s'ils pourront vous venir en aide si jamais la situation dégénère, ou tout simplement pour savoir s'il y a besoin d'aller défendre une tour parce que votre allié n'y est peut-être pas. Donc la deuxième information est vraiment regarder la position de vos alliés. Très très important, notamment pour les personnages qui vont engager. Et enfin, le dernier point est vraiment de regarder les objectifs, les river buffs, les raptors, le prime, est-ce qu'on a de la bonne vision, qui sont tout ça des
d'informations qui sont un peu moins importantes que les deux premières, mais qu'il faut quand même garder un œil dessus. Donc je récapitule vraiment. En premier, regardez la position des adversaires pour vous permettre de prendre des bonnes décisions. Ensuite, la position de vos alliés pour maximiser vos chances de réussite, notamment dans les teamfights ou dans les ganks. Et enfin, en dernier, pensez à garder un œil sur les objectifs, notamment les River Buff, Raptor et le Prime. Donc les kills ne sont pas une fin en soi, ce sont les objectifs qui sont importants dans un MOBA. En effet, le plus important va être de prendre une tour, de prendre par exemple la jungle adverse, de prendre des raptors, le prime, l'inhibiteur. Ça, ce sont les véritables objectifs qui vont vous amener à gagner la partie. Dans cet objectif-là, prendre des kills peut faciliter cette prise d'objectif. Mais si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous devez choisir entre chase un adversaire et au risque de vous retrouver dans une situation peu avantageuse, même en prenant le kill, ou prendre la tower de manière safe et tranquille, choisissez toujours le choix tower ou le choix raptor. Je vous donne juste un exemple pour illustrer mon propos. Admettons que vous partiez au mid, que vous êtes en train de dominer votre lane, que tout d'un coup votre adversaire se retrouve très low HP et commence à retourner à la base. Et dans ce cas, vous dites tiens, je pourrais récupérer un kill, et du coup vous divez la tour et vous du coup prenez un certain nombre de coups de tour qui vous permettent quand même d'avoir le kill, mais vous vous retrouvez tellement low en vie que vous ne pouvez plus rester pour pusher la tour. Dans cette situation, il aurait été beaucoup mieux pour vous de rester farmer tranquillement, mettre un petit peu de dégâts sur la tour et laisser votre adversaire retourner à la base. Vous n'avez pas pris de kill, mais vous avez gagné de la valeur en termes d'objectifs, qui est beaucoup plus important sur un MOBA. Pour finir sur l'histoire des kills, il faut arrêter de considérer le KDA comme parole d'évangile. Un joueur qui passe son temps à s'intéresser uniquement à son KDA, je peux vous garantir qu'il y a peu de chances qu'il soit vraiment un bon joueur qui contribue vraiment à la victoire de l'équipe. Effectivement, il faut faire attention à ne pas mourir et il est intéressant de prendre le maximum de kills possible, mais il y a beaucoup d'autres manières de contribuer à votre équipe. Par exemple, si vous avez un front lane, faire des engages vous permettra de gagner beaucoup plus de parties que si vous restez derrière à ne pas mourir, parce que vous ne créez pas de dynamisme pour votre équipe. Donc le KDA est une information intéressante, mais n'est pas une fin en soi également. Un slow push est vraiment ce qui va vous permettre de gagner des parties à elle toute seule. Ça va vous permettre d'avoir une lane avec autant de minions qui va attaquer la tour adverse. Donc, dans un premier temps, pour faire un slow push, il s'agit de complètement retirer les creeps d'une lane et commencer avec deux lanes complètement vierges. Ça sera beaucoup plus simple et garanti. Aussi un autre avantage du slow push, une autre avantage du slow push est de le commencer le plus loin possible de la base adverse. Donc là vous attendez que ces minions meurent. Donc pour faire un slow push, il faut tuer seulement les minions qui attaquent à distance de la lane, le plus rapidement possible. Donc là par exemple je tue les deux minions à distance, et donc cela va générer un slow push. Donc le principe d'un slow push c'est le temps que tous vos mêlés meurent, vous avez gardé les minions qui attaquent à distance. Donc là par exemple nous avons gardé le siege minion et nous avons gardé le range. Et entre temps une nouvelle wave arrive. Donc vous allez encore une fois conserver vos ranges. Donc là nous avons deux ranges plus un siege minion. Et donc la lane va réussir à dominer la lane adverse en perdant seulement les corps à corps. Et donc vous allez stacker de plus en plus de range tout en avançant la lane doucement. Donc le processus continue. Là nous avons encore les corps à corps qui vont tanker les corps à corps adverses pendant que nous conservons tous nos ranges. Et la nouvelle wave est en train d'arriver, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant nous allons nous retrouver quand nous serons à proximité de la tour adverse pour voir ce qu'aura donné notre slow push que nous avons commencé à la 27e minute. Et donc nous voilà 3 minutes plus tard avec une excellente wave prêt à pusher la T2. Je n'ai absolument fait aucune action, j'ai juste regardé les minions pusher. Et donc comme vous allez le voir, les minions à eux tout seuls suite à un slow push vont réussir à prendre la tour, la tier 2 toute seule. Donc c'est vraiment très important et j'espère vous avoir convaincu avec cette action de faire des slow push. Là, par exemple nous allons même continuer jusqu'à l'inhibiteur. Si jamais les adversaires ne viennent pas défendre, c'est un inhibiteur qui pourrait tomber sans aucune action du moindre héros. Donc vraiment, si jamais vous voyez qu'un teamfight de 5 contre 5 va commencer quelque part, n'hésitez pas à initier un slow push avant de partir rotater sur la lane. Donc là par exemple, vous voyez le slow push, l'adversaire vient tout juste d'arriver, il va essayer de défendre, mais avec les siege minions, l'inhibiteur va quand même tomber tout seul
Tout ça parce que j'ai initié un slow push il y a 3 minutes, tout en bas devant notre inhibiteur. Les slow push sont vraiment une arme extrêmement puissante, que ce soit en compétitif ou en solo queue. Donc, l'animation cancelling est une technique qui va vous permettre d'améliorer considérablement vos dégâts de manière générale sur vos ganks et aussi en teamfight. Donc pour pouvoir comprendre ce qu'est l'animation cancelling, il faut savoir que quasiment tous les effets dans le jeu ont 2 parties pour leur animation. Tout d'abord les wind-up frames qui sont du coup l'animation qui s'effectue avant que les dégâts ou l'effet du sort en question soient appliqués. Et ensuite vous avez toute une partie qui s'appelle la recovery frame qui est du coup la deuxième partie de l'animation, c'est-à-dire que les dégâts ont déjà été appliqués ou alors que votre shield a déjà été mis en place, mais que vous devez quand même finir l'animation avant de pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc l'idée est vraiment dans l'animation cancelling de supprimer tout cet aspect recovery frame puisque les dégâts étant déjà appliqués, c'est un peu du temps perdu, puisqu'il ne se passera rien en attendant la fin de cette animation. Donc ce que permet l'animation cancelling, comme vous pouvez le voir sur le bas du diagramme, c'est de pouvoir enchaîner des spells dès que les effets ont été appliqués pour supprimer la partie recovery frame en commençant un nouveau spell ou une nouvelle auto-attaque. Et donc si jamais vous enchaînez par exemple un combo tout simple de Feng Mao, que vous utilisez le shield dans une auto-attaque, puis ensuite vous utilisez le hamstring, si jamais vous attendez la fin de chacun des sorts, vous voyez que vous avez une duration très importante, alors que si vous utilisez à chaque fois l'animation cancelling, c'est-à-dire que dès que l'effet est appliqué, vous enchaînez sur la compétence suivante. Par exemple, vous utilisez le shield apparaît très rapidement sur la compétence de Feng Mao, mais derrière, vous en pouvez faire une auto-attaque pour retirer toute l'animation de fin d'activation du shield, et une fois que l'auto-attaque a infligé les dégâts, vous pouvez enchaîner avec un hamstring, ce qui vous fait gagner quasiment 40 à 35% sur le combo total. Et donc, vous ferez beaucoup plus de dégâts. Les chiffres sont approximatifs, mais maintenant, on va voir ça directement en partie avec Feng Mao pour que vous ayez un meilleur feeling, un meilleur ressenti sur ce que représente l'animation cancelling en partie. Donc sur la première action, je vais simplement faire une animation cancel avec mon shield. Donc vous voyez, j'utilise mon shield et derrière, j'enchaîne directement avec une auto-attaque. Et le deuxième exemple, ça va être avec le hamstring. Auto-attaque into hamstring, ce qui permet de ne pas avoir la deuxième partie de l'auto-attaque. Comme vous voyez, il n'y a pas le clip. Ensuite, un combo un peu plus avancé où je fais auto-attaque shield hamstring, ce qui me permet du coup de supprimer la deuxième partie de l'auto-attaque et également supprimer la deuxième partie du shield. Mais je ne peux pas supprimer la deuxième partie du shield avec mon auto-attaque car elle est en cooldown. Et enfin, un dernier exemple où j'utilise le combo sur un howitzer. Donc je fais shield auto-attaque hamstring, auto-attaque into ulti. Alors je conseille de regarder des top players pour améliorer votre jeu. Donc, il est vrai que les top players n'ont pas la science infuse et qu'ils ne font pas tout parfaitement, mais vu le temps de jeu qu'ils ont et l'expérience qu'ils ont, ils font normalement énormément de choses de très très bonne qualité. Et c'est justement un excellent moyen pour vous d'apprendre, de vous rendre compte de certaines choses, parce que vous, en tant que joueur, vous n'avez pas forcément le temps de tout tester, etc. Alors que ces joueurs ont déjà fait le gros de l'analyse et du travail, donc vous pouvez fortement vous en inspirer. Après, il ne faut pas regarder en mode passif, mais regarder bien de manière active et vous poser constamment la question de quelles sont les actions qui sont efficaces ou non de la part de ces joueurs, de ces top joueurs. Donc là, vous pouvez voir les noms que moi j'apprécie de regarder en fonction des rôles. Il est possible que si jamais vous regardez cette vidéo dans un certain temps, ces noms ne sont plus valides, mais vous pouvez toujours aller sur Twitch et regarder les top équipes pour vous faire votre propre sélection. Et donc pour le dernier conseil, ce que je considère la golden rule, la règle d'or, c'est de prendre vos responsabilités. Si vous voulez vraiment vous améliorer, je suis désolé, il va falloir prendre vos responsabilités. Il est beaucoup plus facile de jouer le blaming game, simplement de se dire si jamais vous faites une action ou que vous n'arrivez pas à gagner, que c'est la faute de votre équipe, mais malheureusement, même si ça fait vous sentir mieux vis-à-vis de vous-même, ça ne vous fera pas progresser. Si vous voulez vraiment aller de l'avant, de progresser, globalement, les seules actions que vous pouvez faire, c'est sur votre propre personne. Vous ne pouvez pas influencer tant que ça votre équipe, à part, vous pouvez les influencer très négativement, mais pas forcément positivement. Du coup, la seule personne sur laquelle vous avez contrôle, c'est vous-même. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous jouez jungle et vous effectuez un gank sur la duo lane. Vous initiez le combat,
finalement l'adversaire se retourne sur vous, vous tue, pendant que votre équipe est en train de vous regarder et vous mourrez. Vous pouvez très facilement vous dire « Ah, c'est la faute à mon équipe qui ne m'a pas suivi sur cette action ». Vous serez peut-être en vrai ou non, mais globalement, ça ne vous fait pas progresser en tant que joueur. Ce que vous aurez dû vous poser comme question, prendre vos responsabilités en vous disant très bien, premièrement, est-ce que j'ai prévenu que j'allais arriver pour ganker en utilisant les messages de communication ? Au moment où j'ai engagé, est-ce que j'ai regardé où étaient mes coéquipiers pour savoir s'ils étaient en mesure de venir m'aider ou pas ? Enfin, le dernier point que vous pouvez également vous demander, c'est est-ce que j'ai utilisé mes compétences de la meilleure façon qui soit pour pouvoir garantir le kill sur l'adversaire et aussi me permettre de ne pas mourir dans mon cas de figure. Donc vous voyez, la situation est exactement la même, mais la manière de l'aborder est complètement différente. Dans un cas, vous allez simplement finir la game en vous disant de toute façon, j'ai bien joué, c'est pas de ma faute qu'on a perdu, mais vous ne progresserez pas. Dans la deuxième partie, vous aurez peut-être un peu plus d'aigreur par rapport à la partie, parce que vous avez dit que vous auriez pu mieux jouer, mais vous allez commencer ce processus de vous améliorer. Et si vous faites ça constamment, je peux vous garantir qu'en un rien de temps, vous allez atteindre le top niveau sur Paragon.